Bonjour à tous. Je Bonjour. je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Parole d'expert en compagnie de Alexandre Delmas. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore en un mot, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis le CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation et de coaching. On est certifié Calliope et on aide les dirigeants et leurs équipes à construire une performance qui soit à la fois collective et durable. Et pour, aujourd'hui, pour la session du jour, donc c'est les paroles d'experts, c'est des webinaires qu'on fait toutes les 2 semaines, comme ça vous savez tout. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Alexandre Delmas. Alors Alexandre, on on s'est connus il y a plus de 10 ans maintenant, je dirais. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. On s'est connus il y a une dizaine d'années quand tu étais au Lab RH. Tout Tu à fait. étais, peut-être le 1er employé du Lab RH ou non, c'était quelque chose comme Ouais, ça ou un des ouais, c'est ça. Ouais, tu es le 1er employé du Lab RH. Après, en plus, tu as bossé chez Fly the Nest, tu as beaucoup travaillé en mode holacratie. Ça fait une dizaine d'années que tu accompagnes les organisations et les équipes. Qu'est-ce que je peux dire encore sur toi? Attends, je m'étais mis plein de notes pour pas oublier tellement tu de tellement tu de trucs, mais tu es membre des Émergences avec Jérémy Lamry aussi, qui est une asso à mission, pour faire émerger une nouvelle société. Enfin bref, tu as conçu, et ça va encore nous intéresser aujourd'hui, le jeu avec, Margot Sion, qui est une de nos expertes ouais. sur les fonds du management. Tu as conçu le jeu Le Prix du courage. Donc le prix du courage, bon, bah, c'est la thématique de la journée, donc ça m'a beaucoup intéressé. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter un peu sur ta présentation ou un truc comme ça, mais Tu tout ou tu dit. complet? J'ai tout dit? Bon, bah, super. Le prix du courage d'ailleurs, c'est un jeu qu'on a testé dans le club de RH que j'anime avec, mon associé Swad à Paris. Et ça a vraiment fait un tabac quoi, donc merci Alexandre pour ça, et c'était Peut-être Margot qui l'avait animé. 2 mots pour Et ceux que ça intéresserait éventuellement, mais c'est un jeu qui oui. met en situation dans un récit fictif prospectiviste, donc bah, forcément, on parle un peu des émergences puisqu'on parle d'économie quaternaire, donc on est en 2040, l'économie quaternaire est au pouvoir et l'enjeu est de dire: «OK, bah, en fait, tout acte courageux a un prix à payer» et donc on va incarner un membre du COMEX, puis ensuite un membre du middle management, puis ensuite un collaborateur pour voir quel est le prix du courage, quelles sont les conséquences dans l'organisation et comment on assume ou pas d'ailleurs, ce prix-là. Voilà. Ouais. Petit truc aussi, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois que c'est de ce côté-là, moi, parce que je suis à l'envers, mais donc dans le chat, on y répondra au fil de l'eau. Je m'en occupe, je les poserai à Alexandre. Je peux les faire défiler, les faire défiler à l'écran. Voilà, comme Aurélie qui nous dit bonjour, par exemple. Donc, bonjour Aurélie, bonjour Nawel, bonjour Caroline. Hem, donc le prix du courage, ça, c'est hyper intéressant. Tu as une thèse là-dessus, Alexandre, qui est que donc le courage, aujourd'hui, ça a un prix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, peut-être commencer par, en préparant ça, je me suis rappelé une mission que j'ai faite récemment dans un comité exécutif et donc bah, le CEO présentait les résultats du trimestre. Les résultats étaient pas bons, le contexte fait que c'était pas bon et il posait la question de savoir s'il y avait des réactions. Voilà, grand silence et pas forcément le silence, serein, le silence un peu lourd où tout le monde regarde ses notes, on attend que quelqu'un commence à parler. Et j'avais rencontré après, la DRH de ce comex-là et qui me disait: «Bah, j'avais envie de dire quelque chose et pourtant je l'ai pas fait» et elle m'avait dit: «Tu vois, j'ai manqué de courage, c'était de la lâcheté» et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir interpréter ça comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai une autre hypothèse, c'est que ce silence-là, dans ce contexte-là, dans ce comex-là, c'est peut-être la seule chose qu'il y avait à faire pour elle, pour garder sa place, pour garder de l'influence et que parler à ce moment-là aurait été, plutôt, dangereux. Et donc, pas une thèse, mais peut-être un décalage de dire que, un acte de silence qui peut être interprété comme de la lâcheté peut en réalité être un acte de courage et qu'avant de savoir si on est courageux ou pas, il y a peut-être une question à se poser qui est: «Quel est le prix que va me coûter cet acte de courage?» Auprès de mes pairs, auprès de mon N+1, auprès de mes collaborateurs ou tout simplement le prix pour moi. Ouais. Qu'en fait, Donc tu dis le silence, en fait, souvent, c'est l'acte le plus rationnel. c'est un C'est silence de raison, tout à fait. OK. Dans le, dans le jeu qu'on a produit là, il y avait, quelqu'un qui nous avait dit: «On a arrêté d'être courageux à partir du moment où on a suivi les règles du jeu» et les règles du jeu, c'est d'essayer de maximiser, le climat relationnel à l'échelle du COMEX, à l'échelle du middle management et cetera et il y a quelqu'un qui a répondu: «Non, on n'a pas manqué de courage, on a juste été pragmatique parce que dans ce contexte-là, on n'avait pas le choix» et donc le fait que, bah, finalement le courage,
Tout simplement, c'est quelque chose qui s'impose à nous, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment imposer aux autres. OK. D'ailleurs, dans le chat, j'en profite, mais, est-ce que, ça vous est déjà arrivé pareil dans vos organisations de garder le silence plutôt que d'exprimer ce que vous pensiez? Et si oui, est-ce que voilà, enfin dites-nous un mot suffit quoi. Qu'est-ce qui vous a retenu de vous exprimer? Hésitez pas. Pour l'instant, nous on continue, mais voilà, c'est pour voir un peu comment aussi, vous réagissez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est quand même, dans les organisations que nous on accompagne avec Fasterclass, c'est quelque chose d'assez commun, mine de rien. Ah bah, voilà, ça commence déjà à réagir. Donc on a Nawel qui nous dit, «Oui, la balance, risque-bénéfice». En gros, je pense que c'est quelque chose qu'elle ressent. Ou Caroline qui nous dit, il nous dit, «Oui, ça fait clairement écho à des situations vécues». La crainte, en effet, de l'impact derrière. Voilà, Et donc ce qui ça est c'est intéressant dans un acte de courage, c'est que le prix à payer, on ne le connaît pas forcément d'avance. ah ouais? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que l'illusion, quand j'avais fait une intervention, à l'époque sur le courage, parce que ça fait pratiquement 1 an maintenant que je travaille là-dessus, quelqu'un m'a dit: «Alex, il y a un truc qui me dérange dans la façon dont tu en parles. C'est comme si il suffisait de se mettre en retrait, de regarder les coûts, les bénéfices et ensuite de dire consciemment: "C'est bon, ça y est, je peux être courageux, je vais faire mon acte de courage ou mon acte de bravoure"». Il dit: «Moi, dans les expériences que j'ai vécues» et je dois reconnaître que, comme lui, je me suis remémoré un peu tous les actes que je qualifie de courageux et je me suis dit: «Bah, il avait pas tort». C'est qu'on demande d'être courageux dans l'instant et donc tu as pas le temps de réfléchir. C'est toute l'éducation que tu as reçue, toutes les normes, toute la culture managériale qui est en place, qui fait qu'à un moment donné, tu vas te comporter comme ça. OK. Ouais, donc c'est là, en fait, où tu te dis: «C'est pas forcément, quelque chose c'est quand tu disais, en fait, c'est quelque chose qui s'impose à toi». En fait, c'est devient un choix, presque, instinctif ou évident. Peut-être tu disais même c'est un non-choix, parce que c'est quelque chose qui a été structuré par, peut-être, le contexte, tout ce qui t'entoure, tous les signaux que tu as au quotidien. Il Enfin faudrait voilà que je quoi. retrouve le nom quand j'avais préparé ça, j'étais allé en supervision parce que je me fais superviser par un professeur en systémie et j'étais venu avec cette thèse que le courage a un prix et que du coup, on peut être courageux rationnellement et il m'a dit: «Tu vois Alex», je crois que c'était sur Arte qu'il avait vu ça. Il m'avait dit: «J'ai regardé un reportage sur le résistant qui a parcouru le plus de terrain en terre occupée». Je crois qu'il était parti, d'Espagne, ensuite il était monté quasiment en Angleterre et tout le monde lui disait j'essaierai de vous retrouver le nom de ce mec-là et tout le monde disait: «Waouh, mais putain, vous avez été courageux, vous avez passé je sais pas combien de ponts, je sais pas de combien de contrôles et cetera» et lui il disait: «Bah, en fait, j'ai juste pas eu le choix, il fallait que je continue d'avancer». C'est pas un choix conscient qu'il a fait, c'est juste qu'à chaque occasion qui s'est portée, il a dit: «Bah, mon éducation fait que je ne pouvais pas me comporter autrement». Mmh. Dans les réactions encore dans le chat, je vois, il y a Eswari qui nous dit, qu'elle a le problème inverse. Je réagis probablement trop. Heu, bon et j'espère que ça t'a pas trop porté préjudice alors. Mais il y a un petit tips pour ça, et c'est Cyril qui nous le donne. C'est, contredire en public de moins en moins, le faire one to one pour moi. Ça peut être d'ailleurs un des moyens je pense de ouais, de dire les choses, mais sans créer Mmh. des scandales et sans qu'il y ait la face des uns ou des autres qui rentrent en ligne de compte, quoi. Bah, et Eswari, si tu as pas de préjudice et que personne t'en veut pour ça, j'ai envie de dire, ça pose pas de problème, donc faut continuer à le faire. Ouais. Pour contredire en public de moins en moins, ça va dépendre aussi de la culture de votre boîte. Moi, j'accompagnais un CEO qui, disait à ses équipes, «Bon, j'en ai marre de prendre les décisions, toujours moi qui les prends, j'aimerais bien que vous soyez un peu plus proactifs. J'aimerais bien avoir un COMEX en face de moi et pas un comité opérationnel». Bon et à force de le répéter, un jour, il y a un nouveau qui a pris la parole et qui a exprimé, l'opinion, comme il l'aurait fait avec un père. Le problème, c'est que le CEO, il a explosé parce qu'il a un fort caractère et donc il a réagi un peu vivement et à partir de ce jour-là, plus personne n'a jamais ouvert sa bouche en comité exécutif et le CEO continuait de se plaindre sur le fait qu'il avait qu'un comité opérationnel et pas un comité exécutif. Et donc c'est important de comprendre aussi que, bah, en fait, c'est et je vous jure, parce que je l'ai accompagné, ce CEO était de bonne volonté. C'est-à-dire qu'il avait vraiment envie que ses équipes soient, confrontantes, puissent le confronter et cetera, mais il n'arrivait pas à créer l'espace, avec le statut qu'il avait et le caractère qu'il avait, pour autoriser, cette confrontation-là. Punaise, OK. Et après tu m'avais parlé de pour montrer à quel point le courage en gros donc si ce que je comprends bien, tu m'as dit en gros le courage ça a un prix,
Donc tu as le prix du courage versus le prix du silence. Et en fait, quand le prix du courage est supérieur au prix du silence, bah, l'acte rationnel, c'est de se taire. C'est Est-ce ça. que est-ce Voilà, et donc est-ce que tu as des exemples comme ça de tu m'avais parlé d'expériences scientifiques aussi qui illustraient ça, le prix, qu'avait le courage et que du coup, parfois, on préférait se taire parce que c'était trop insupportable? Hem, Il y a plusieurs études. Alors, c'est des études qui, à la base, sont faites pour, confirmer la pression sociale ou l'obéissance à des normes. Mais moi, je vais l'interpréter différemment. Je ne sais pas si vous pourrez dire dans le chat, est-ce que vous connaissez le test de H? H, donc c'est ASCH, vous pourrez regarder, sur, internet. Donc c'est une étude où on prend un cobaye, en l'occurrence, je la raconte vite fait, et il y a une personne qui est testée, tous les autres sont des complices. Donc il l'a fait avec plusieurs, il l'a fait avec 4 personnes, avec 5 personnes, avec 12 personnes, et cetera. Et l'étude, c'est simple, hein, il y a un scientifique en blouse blanche qui présente au tableau 3 bâtonnets, voilà, le bâtonnet A, le bâtonnet B et le bâtonnet C, et qui vous dit, bah, voilà, dans ces 3 bâtonnets-là, quel est le plus petit? Donc quelque chose d'assez évident, je veux dire, observable tout de suite, il y a pas de piège, et cetera. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'expérience, il y a au moins 75 des gens qui, se sont conformés à ce que disait le groupe, alors même que le groupe donnait une mauvaise réponse. C'est un tout petit peu mais différent de l'expérience de 1000 grammes, mais ça y ressemble beaucoup, Nawal, on pourra revenir dessus. Et ce que ça vient illustrer pour moi, c'est que alors l'homme est un animal social, on a besoin d'appartenir, c'est un besoin, primaire, l'appartenance à un groupe social, et qu'à un moment donné, bah, le coût d'appartenance, c'est aussi le coût de ses convictions, et donc si tout le groupe avant soi dit: «Bah, c'est A le plus petit bâtinet alors que c'est C», et bah, finalement, et on voit, hein, dans la vidéo, on voit quelqu'un qui fait comme ça, il fait non de la tête et il dit C alors que le bâtonnet le plus petit, c'est A. Ce qui est OK. intéressant, c'est que si on change le contexte et qu'on met, juste avant cette personne-là, une personne qui donne la bonne réponse, dans ce cas-là, le pourcentage de personnes qui sont capables de s'opposer à la volonté dominante, au groupe, augmente drastiquement. Et ça me fait illustrer une chose, c'est qu'en fait, on est rarement courageux tout seul. Il y a toujours aussi, et c'est un conseil que je donne, là-dedans, il faut toujours trouver des alliés. On a des ennemis, mais on a aussi des alliés, et c'est important de se connecter avec ses alliés. Ouais. Ouais, ouais. Ça me fait penser au discours du Canadien, à Davos, qui parlait d'enlever sa pancarte et qu'il y en a un qui le fait, il y en a d'autres qui enlèvent les leurs, mais c'est un peu ça, quoi. Et ouais, il y a pas mal de réactions dans le chat. Et Nawal, tu Hem, parles de l'expérience de 1000 grammes, alors je ne sais pas si tout le monde la connaît. C'est une étude qui me fascine parce qu'elle m'horrifie, autant qu'elle me fascine. Je suis obnubilé ouais, par, l'expérience de 1000 grammes depuis très longtemps. L'expérience de 1000 grammes, c'est celle où on envoie des décharges électriques à quelqu'un. Donc il y a un scientifique qui dit: «Bah, voilà, à chaque fois que», alors c'est un acteur qui est sur la chaise électrique, mais ça, la personne ne le sait pas. À chaque fois qu'il donnerait une mauvaise réponse, on lui envoie une décharge électrique. Le petit souci, c'est que la décharge électrique, elle peut être mortelle, parce que plus il y a de mauvaises réponses, plus on augmente. Et pareil, le pourcentage, je crois que c'est 80 et quelques % des gens qui vont jusqu'à une décharge mortelle dans ce contexte-là. Et alors on peut se dire, moi je me disais: «Bah, ouais, il suffit d'être courageux pour s'opposer à ça, et tout le monde», moi j'aurais pas appuyé sur la décharge, par exemple. Et en 2000, je crois que c'est les années 2010, il y a eu ça a été remis au goût du jour, ça s'appelle le jeu de la mort, et c'est je sais plus comment il s'appelle, ce psychologue, qui a refait l'expérience de 1000 grammes, mais sur un plateau télé. Parce que l'expérience ouais. de 1000 grammes, c'était avec des blouses blanches dans un, et là, il a juste remplacé l'autorité de la blouse blanche par l'autorité du présentateur télé. Je vous invite à regarder les résultats, si vous voulez pas passer une mauvaise soirée, je vous invite pas à regarder, le test, mais les résultats sont les mêmes, en fait. Et donc là, ça vient plutôt illustrer, la soumission à l'autorité. Ouais. Pareil, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus sur, OK, si jamais les scientifiques se contredisent, si jamais, on a instauré des erreurs sur le plateau télé, et cetera, et bah, dans ce cas-là, confrontation de l'autorité, je peux plus facilement exprimer que je suis pas d'accord. Ouais. Ouais, j'avais en regardant, pareil l'étude de 1000 grammes, son expérience, j'avais vu que alors, ce qui était amusant aussi, c'était de voir que selon les pays, avec à expérience identique, il y avait plus ou moins quand même de gens qui Ouais. allaient au bout de l'expérience ou pas. Donc là aussi, tu vois que le contexte, influe. Enfin, même la culture du pays va influencer, la chose, au même titre que la culture d'une entreprise peut influencer, le résultat enfin le courage ou pas, quoi. Et que, bah, bizarrement, c'était les Allemands et les Japonais étaient ceux qui avaient le plus, propension à suivre l'autorité, au bout du bout, et bon, bah, voilà, on sait ce que ça a aussi donné, au bout d'un moment. Bah, l'expérience de Milgram à l'origine était faite pour expliquer, le la soumission, nazie, hein. À Ouais. l'origine, c'était ça qui avait motivé l'expérience. Enfin bon, ouais, ouais, c'est dingue, et qu'à un moment, c'est il se dit que, ouais, comme tu disais, qu'il y avait juste, l'assistante
de la personne en blouse blanche qui disait moi je suis pas d'accord, ça peut être mortel, faut pas faire ça, etc. Et là tout de suite quasiment la personne disait ah bah moi dans ce cas je le fais pas quoi. Dès que l'autorité était un peu contestée, que deux figures d'autorité se fightaient, la personne reprenait son libre arbitre quoi. Mais, C'est alors assez je connais c'est pas celle que tu cites, Nawal, dans l'étude, mais ça me rappelle un truc que vous allez trouver sur internet, c'est, quelqu'un qui est dans un ascenseur et puis il y a 4 personnes qui rentrent en même temps dans l'ascenseur. Forcément, les 4 sont, des acteurs et se mettent dos à la porte. D'habitude, on est toujours face à la porte et on voit, que quasiment 100 des gens, quand il y a 4 personnes qui rentrent dans l'ascenseur et qui restent et qui ne se retournent pas contre la porte, la personne qui est face à la porte se retourne également pour être dans le même sens que ceux qui viennent de rentrer. c'est ouf. Et ça vient illustrer le fait que, bah, en fait, on a besoin d'appartenir à un groupe et que, des fois, il y a des actes de courage qui vont nécessiter de briser l'appartenance en disant: «Bah, non, en fait, je refuse d'appartenir à ce groupe-là, je refuse d'obéir à cette norme-là» et bah, là, faut être prêt à payer le prix de l'exclusion, en fait. Ouais. Toi, tu as dû faire preuve d'actes de courage comme ça depuis que tu accompagnes toi-même à titre personnel, tu accompagnes des dirigeants ou des équipes? Alors, je sais pas si je dirais de l'exclusion. À l'époque, j'étais donc, chez Fly the Nest. Fly the Nest, c'est une boîte de, on va dire, de conseil qui accompagnait les startups à gérer leur scale. Particularité, on fonctionne en holacratie, ça veut dire qu'on est tous cofondateurs, on est tous pairs. C'est un modèle de particulier. On était dans une situation assez tendue puisque, tout simplement, on devait, finir le mois pour payer les salaires et on avait un contrat à 40 000 € qui était en train de tomber, dont j'avais la responsabilité et à ce niveau-là, disons qu'on a eu un désaccord avec certains de mes associés puisque la question était: «Est-ce qu'on dit oui ou non aux 40 000 € alors que la demande était de cartographier les valeurs individuelles des personnes et que le client, enfin le futur client, nous demandait l'accès à l'intégralité des valeurs nominales, alors que c'était anonyme, en vue d'un plan social pour virer les gens. Voilà. Et donc il y avait une partie qui disait: «Mais en fait, on n'est pas tellement responsable de ce qu'ils vont faire à partir du moment où nous, on est clair quand on récolte les valeurs des collaborateurs en leur disant que, bah, ce n'est pas anonyme et qu'il y aura un accès directement». Parce qu'on a quand même un peu d'éthique. Et une autre Ouais. partie qui disait: «Bah, en fait, on n'a pas spécialement envie de cautionner un plan social pour virer des gens sur des valeurs alors qu'aucune étude scientifique ne montre qu'il y a une performance et un lien de corrélation entre performance et valeur». Donc là, bah, j'ai dit non et donc on n'a pas signé les 40 000 € et donc il a fallu, trimer un peu plus. Donc je ne sais pas Punaise. si c'est un acte de courage, mais en tout cas, il a fallu s'opposer à certaines personnes de la boîte qui avaient quand même une certaine aura et qui avaient plutôt, un avis favorable sur le fait de prendre cette mission dans certaines conditions. Et le camp minoritaire dont je faisais partie qui disait: «Bah, en fait, non, on prend pas le risque et on n'a pas envie de faire ça». Mais c'est quand même, c'est quand même toi qui as pu prendre la décision et qui bah, ça c'est quand même C'est plutôt courageux, ouais. l'avantage des holacraties, c'est celui qui est responsable du client, de la mission et cetera, qui porte la responsabilité de la mission et donc qui porte la responsabilité du choix. OK. Bon bah, putain solide, fallait résister, quoi. Voilà. OK. Bah, je Nous on regrette pas a, l'avoir fait, on a réussi à signer d'autres contrats et voilà, mais c'est intéressant de voir effectivement que c'est facile enfin, ça aurait été facile de dire oui, de prendre l'argent et puis de faire la mission et il y aurait pas eu de problème, quoi. ouais, Si ce n'est que moi, j'aurais pas pu me regarder dans une glace, mais bon, ça, c'est un détail. ouais. Le, dans le genre, nous on a eu un truc comme ça aussi. Alors c'est quelque chose de très, très, très rare, hein, ce que je vais partager. Je sais pas si je l'ai déjà partagé d'ailleurs à quelqu'un. Mais donc nous, bon, on fait beaucoup de formations au feedback. On a des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de personnes qu'on a accompagnées aujourd'hui au feedback, quoi. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup de monde, l'échantillon sur lequel je parle. Et donc normalement, quand on fait des formations en management, on forme par strate hiérarchique pour qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique entre les personnes du groupe qu'on forme. Typiquement, on forme les managers d'un côté, les managers de l'autre, etc. À l'inverse, quand on forme au feedback, on forme en équipe pour que les managers et leurs collaborateurs puissent ensemble entendre la même chose, pratiquer ensemble, définir ensemble leur routine de feedback, etc. Et donc, on a un cadre très clair qui est mis en place sur la bienveillance, le non-jugement, la confidentialité, le fait que, OK, les choses peuvent être parfois un peu mal dites parce qu'on est en train de pratiquer, mais le but, c'est aussi de pratiquer, de progresser ensemble, etc. Et donc, on n'a jamais, mais vraiment jamais eu de problème je pense qu'on doit pas être loin de 10 000 personnes accompagnées. Il y a juste une fois, chez un client, où on a un collaborateur de l'équipe
qui se retrouve en sous-groupe pour pratiquer avec son manager. Donc là, même le manager était au courant au fait du cadre et l'avait accepté, etc. Et donc le collaborateur commence à essayer de pratiquer et à dire ce qu'il souhaite dire à son manager. Et en fait, ça s'est super mal passé. Le manager a hyper mal réagi. Et, ouais, la conversation courageuse se transforme en conversation suicidaire, quoi. Ça a été très très compliqué pour cette personne ensuite. Et nous, on a récupéré la personne enfin en pleurs et tout ça. On a mis les bouchées doubles et tout pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de dire au manager que ça c'est pas acceptable. Voilà, mais ça n'a pas été évident. Et le prix, ce que ça a coûté derrière, bon, c'est que nous, depuis, on a plus travaillé avec ce client-là. Et la personne a quitté ensuite et a décidé de partir de l'entreprise, quoi. Ouais, Je pense que c'est quelque chose qui serait arrivé dans tous les cas, parce que c'était une relation qui n'était pas durable, quoi. C'était une relation assez toxique. Mais ça a été un gros catalyseur et ça a mis ça a mis les choses en place très rapidement, quoi. Je crois que c'est une parfaite illustration de la distinction entre ce qu'on va appeler le programme officiel d'une boîte ou la culture officielle, affichée du coup, qui est le discours qu'on affiche, et aussi les injonctions qu'on donne, c'est-à-dire, soyez créatifs, soyez responsables, soyez autonomes, soyez courageux, et cetera, porté des fois par la direction. Et le programme qu'on va appeler non officiel qui est, le programme vécu, le programme réel. Et ça m'est arrivé quand même dans certaines entreprises d'avoir un discours qui est, il faut être courageux, ça fait partie de nos valeurs, le courage, ouais, la bravoure, force de caractère, l'assertivité, on appelle ça comme on veut. Et le programme, non officiel, c'est-à-dire celui qui décidait, des primes, celui qui décidait de la qualité de relation avec le CEO, celui qui décidait et cetera, c'était, le plus politique et celui qui faisait le moins de vagues. Donc soyez courageux, mais surtout faites pas de vagues. Dans mon jargon de coach, on va appeler ça une double contrainte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui enferme dans un paradoxe. Le problème, c'est pas qu'il y ait un paradoxe, parce que les entreprises sont des machines à fabriquer les paradoxes, ça n'a jamais été un problème, et on est des êtres paradoxaux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en sortir et qu'on ne peut pas le dénoncer. On ne peut pas dire à son CEO, vous me demandez d'être courageux, et en même temps, à chaque fois que je suis courageux, il y a un prix à payer. Parce que c'est une confrontation qui peut apparaître disqualifiante, et du coup, on va reboucler avec ce que écrit Guillaume dans le chat, qui est que ça va passer pour de la provocation. Ouais. Comment on distingue le courage de la provocation? J'en sais trop rien, Guillaume, si ce n'est qu'en fait, comment le distinguer pour soi? En général, quand on provoque, c'est qu'on veut chercher à titiller, on veut chercher à faire réagir quelqu'un. Donc si on fait un acte de courage dans l'espoir de piquer au vif quelqu'un, c'est a priori de la provocation. Par contre, on peut très bien ne pas avoir un esprit de provocation ou une intention provocatrice et que ce soit perçu par l'autre comme une provocation. Donc ça va vraiment dépendre, du contexte. C'est OK. moins simple d'être courageux dans les grosses structures avec une pyramide de managers. Je ne sais pas parce que, honnêtement, je ne sais pas. Disons que ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, plus l'organisation est politique, mais je suis pas sûr que ce soit lié aux grandes entreprises. Je pense que c'est le cas aussi des startups dans lesquelles moi j'ai pas mal bossé. Plus le programme non officiel est puissant, plus il faut vite le comprendre pour pouvoir jouer avec. Si on ne comprend pas le programme non officiel, c'est le cas de ce que tu as partagé, Raphaël. La collaboratrice a dit: tiens, on m'offre un espace où je peux enfin faire un vrai feedback à ma boss le demande, c'est une formation au feedback, donc le cadre sécurisant le permet. Je m'y risque. Manque de bol, le programme non officiel, c'était, surtout fais attention à ce que tu dis, quoi. Ouais, La preuve, elle a été, entre guillemets, «punie» derrière. ouais, ouais, c'est clair. Et donc du coup, j'entends qu'il y a un programme officiel, un programme non officiel, et cetera. En fait, là, ce qu'on dit, tu me dis, en fait, le courage, il dépend du contexte. Je pense, personnellement, je pense profondément que ça dépend du contexte. Je pense qu'il ne sert à rien de faire des formations enfin, il ne sert à rien, je suis un peu sévère peut-être. Je pense qu'il est, peu efficace de faire des formations sur l'assertivité pour rendre les gens courageux. Je pense même, et ça va peut-être, être en contrarier à certains ou paraître contre-intuitif, mais je pense que faire une formation à l'assertivité, sur, le leadership par exemple, pour qu'on ait des managers qui soient plus assertifs dans un contexte où la culture non officielle fait que, en gros, vaut mieux être d'accord avec le COMEX, vaut mieux, être d'accord avec les objectifs, qu'on a à atteindre
quel que soit le prix à payer, parce que c'est ça qui est récompensé dans le programme non officiel, ça va pas du tout aider à faire en sorte d'avoir des gens plus courageux, des gens qui confrontent plus, des gens qui, disent, les vrais sujets. Heu, mais à contrario, moi je me souviens d'une équipe que j'avais, donc une équipe avec, une leadership team d'une dizaine de personnes. Il y en a 3 qui étaient sur un sujet en particulier et je me souviens d'un quelqu'un où je les avais en coaching individuel en plus que collectif et il y avait un projet assez stratégique pour la boîte et personne n'y croyait en fait. C'est-à-dire que le mec en lui-même, bon, il avait des doutes et ses pairs n'y croyaient, mais alors pas du tout. Moi, ils me l'ont dit, ils m'ont dit: «On est sûr que ce projet il va dans le mur» et j'étais là: «Mais enfin, vous lui avez dit? Pourquoi vous traitez pas le sujet quand même?» Ils ont dit: «Mais Alex, ça va pas. On ne contredit jamais ses pairs. C'est la règle. Donc esprit d'équipe» et donc leur valeur esprit d'équipe était tellement exacerbée que c'était impossible pour eux d'aller voir un de leurs pairs et de dire: «Mec, ton projet il tient pas la route, on pense que tu vas te planter». Punaise, c'est fou. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Bon, 6 mois après, en l'occurrence, le projet s'est planté, donc je pense qu'ils auraient pu gagner 6 mois s'ils avaient peut-être, Ah, c'est clair, confronté ouais. à ce moment-là. Mais ils l'ont fait au nom d'une valeur, de cohésion d'équipe et pour eux, c'était important à ce moment-là de montrer une cohésion plutôt que de tirer dans les pattes de quelqu'un qui était déjà en difficulté. Et ils Ah se mais disaient: ça «Bah, en fait, c'est pas à moi de lui dire, c'est à mon boss». ah ouais, ouais, j'avoue, moi, j'ai du à titre personnel, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je me dis: «Mais c'est une mauvaise interprétation de la cohésion d'équipe, quoi». Si tu veux vraiment que ton équipe, elle réussisse, bah, faut avoir aussi un discours de vérité une fois de temps en temps et de pouvoir dire: «Attends, là, tu risques de te planter et en fait, on te remerciera d'avoir soulevé le truc», je sais pas, est-ce que je sais Bah, pas, tout ça dépend me dans ti quel ça me ça contexte tu te ça me situes, titille hein. un peu. Mais oui, non, mais c'est ça, mais donc c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est là où on voit que aussi le contexte est énorme et il y a des contextes, tu me disais, enfin, toutes les fois on entend: «Non, mais en fait, il y a un problème», en fait, il y a non, mais c'est pas un problème ou enfin, il y a des contextes qui vont vraiment, faire ça va être Ouais. beaucoup moins coûteux de se taire et de se dire: «Bon, je me déresponsabilise, c'est pas mon problème, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas à moi de créer une tension, vouloir lui mettre des bâtons dans les on va croire que je lui mets des bâtons dans les roues» et cetera. Heu, Bah, il y a mais enfin, 3 ouais, c'est contextes qui me viennent en tête, il y a le 1er contexte qu'on va appeler le contexte d'évitement. On ouais, évite de confronter, donc c'est l'exemple avec les pairs sur le donc ce qui s'appelait produit d'équipe, enfin produit d'équipe, esprit d'équipe a produit exactement l'inverse de ce qu'il voulait, voilà. Il y avait un autre exemple, cette fois, c'était entre un manager et sa hiérarchie. Heu C'était le cas d'une DRH dans une startup que j'accompagnais. Ils étaient sur le sujet de, est-ce qu'on va mettre en place la transparence des salaires? Ils étaient sur le sujet de la refonte des primes et cetera et elle m'avait partagé que, bah, le système des primes, il créait des injustices, que ça commençait à se savoir et que, ça commençait à gratter un peu dans les équipes et l'enjeu, c'est que, bah, pendant 6 mois, elle a pas trouvé le bon moment pour en parler à son DG. Le DG, il était sur une levée de fonds, il était focus sur l'externe et à chaque fois, c'était pas le bon timing, c'était pas la bonne priorité, il fallait attendre après la clôture, il y avait de très bonnes raisons de repousser le projet. Jusqu'à ce que 6 mois plus tard, ils ont eu 3 départs, non anticipés et donc le sujet avait pas du tout disparu et ouais, donc là, c'est plutôt un évitement de, bah, tant qu'on nomme pas le problème, il n'existe pas finalement. Mais il faut mmh, pas penser que les gens ne le nomment pas par lâcheté ou par manque de responsabilité. Ils le nomment pas parce que, à ce moment-là, le contexte ne permet pas de le nommer ou le prix à payer est trop important. OK. Donc Après ça, ça va c'est être le le des logiques le 1er d'évitement. type de contexte. Logique d'évitement Ouais. quand OK, Après, il va y avoir des logiques, alors c'est un peu du jargon de systémicien, vous me pardonnerez, mais ça m'aide à les ranger, pour savoir, pour pas me perdre moi. C'est les logiques de contrôle. On va essayer de contrôler une situation qui nous échappe. Par exemple, c'est le cas quand on a une personne qui concentre toute la responsabilité et qui s'expose. Un manager, par exemple, management un peu paternaliste, par exemple, qui porte les sujets difficiles, souvent à la place des autres. Et donc du coup, progressivement, ce qui va se passer, c'est que le groupe va arrêter d'essayer jusqu'à ne plus pouvoir. Moi, j'avais un manager comme ça que j'accompagnais, il portait tous les sujets difficiles. C'était un manager, paternaliste au bon sens du terme parce qu'il était apprécié de ses équipes. C'est lui qui négociait les budgets, il gérait toutes les tensions interpersonnelles avec les autres services, il absorbait l'intégralité des demandes déraisonnables de la direction. Il était apprécié de ses équipes parce que, comme il le disait lui-même: «Je protège mes équipes» et il le faisait très bien. Et puis un jour, il y a eu un changement de manager. Et là, c'était un peu le drame parce que toute son équipe n'avait plus appris à se défendre toute seule et le jour où il est parti, ils ont attendu la même chose du manager qui venait de le remplacer. Seulement, bah, le manager qui les a remplacés avait pas du tout l'intention de faire son métier de la même manière
et heu et on avait pointé cette équipe comme étant incompétente. C'est pas qu'ils étaient incompétents, c'est qu'ils ont pas été entraînés, en fait. Ouais. Ils ont pas été entraînés à se défendre tout seuls et on leur a surtout dit: «C'est pas votre rôle, c'est le rôle de moi manager. Moi, j'ai le statut que vous n'avez pas et donc c'est mon rôle de vous protéger donc bah, soyez tranquilles et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire». Dans un contexte où tu as un manager comme ça et une équipe qui est aussi, partante, ça se passe bien. Si on change de manager ou qu'on change de contexte, ça va commencer à gratter. Ouais. Ouais, c'est clair. Tu peux avoir des choses aussi un peu similaires dans les entreprises familiales. J'avais entrepris une entreprise familiale, c'était rigolo parce que, bah, qui est entreprise familiale dit famille et donc il y a un mix entre des gens de la famille qui bossent dans la boîte et puis des gens qui le savent pas et il y avait une sorte de cercle de leaders informel qui avait lieu au poulet, le repas du dimanche, midi, le poulet haricots verts et en fait, Ah bah, ouais. il y avait, à ce dîner-là, le patriarche et donc l'ancien patron de la boîte, hein, de la famille et en fait, les décisions étaient prises le vrai comex avait lieu, les dimanches midi en famille. Et il m'avait sollicité parce que, du coup, il disait: «Bah, ouais, mais pareil, j'ai un comité opérationnel, j'en ai marre que les décisions, soient pas prises, en comex», et en même temps, bah, les gens savaient pertinemment que toutes les décisions étaient prises en famille et que tout est décidé avant. Donc il y avait aucune raison pour eux de faire en sorte que ça se passe autrement parce qu'ils avaient appris par l'habitude que le programme non officiel, qui était devenu le programme officiel, était le comex est en réalité, le conseil de famille, du dimanche midi. La réunion, en gros, c'était une sorte de théâtre et quand on est au théâtre, bah, on joue son rôle, on joue sa partition, on prend pas des risques. Ouais. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de réactions dans le chat qui mettent, le doigt sur quelque chose de très important, je trouve. C'est, il y a Cyril qui nous dit: «Le courage managérial tient que s'il est soutenu par la ligne hiérarchique, à mon sens. Donc tu deviens vite vulnérable». Et voilà, ça parle beaucoup de la hiérarchie. Genre, Essoiré qui nous dit: «Il faut avoir la chance de tomber dans une société où le top management est ouvert à la discussion et accepte d'être challengé et par tout le monde et pas que par le middle management». En fait, je trouve il y a une histoire d'exemplarité aussi du Ça, c'est top sûr. management Mmh. et c'est comme quand tu disais, ça sert pas à grand chose d'aller former à l'assertivité, au courage managérial, les managers de proximité par exemple, si en fait, au-dessus il y a rien qui change. En fait, c'est Ah, sur ça en fait s'il les y a peut-être pas d'exemplarité, ouais, s'il y a pas les premiers d'exemplarité res et qu'on a un top management qui dit, «Surtout soyez courageux, mais ne faites pas comme nous», ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y a une trop grand décalage entre, l'injonction qu'on donne, qui est un peu la culture, affichée et la réalité vécue et donc tout le monde sait pertinemment que, il ne faut surtout pas faire ce qu'on nous demande. ouais. Après, je dirais pas qu'on peut pas être courageux ou faire acte de courage, je dis juste que, bah, la question à se poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je vais plutôt aller dans le domaine littéraire, mais moi je pense à Antigone. Antigone, en l'occurrence, vous connaissez sûrement l'histoire, hein. Antigone, elle a décidé d'enterrer son frère. Le roi Créon lui a dit, «Bah, tu l'enterres, tu meurs». En gros, hein, je vous la fais courte, hein, désolé pour le spoil. Et Antigone a dit: «Bah oui, mais ce serait une trop grande trahison de ne pas enterrer mon frère». Donc par, loyauté envers, son frère, si on creuse un peu aussi, on peut aller lire les analyses de Kierkegaard, de Sophocle, de plusieurs philosophes et cetera, qui vont dire qu'elle obéit à une loi divine plutôt qu'à une loi humaine. Enfin, la conséquence, c'est quand même qu'elle est vouée à mourir. Heu, elle dit oui. Elle dit: «C'est je paye le prix, en fait». Ismène, à contrario, et c'est ce qui en fait une tragédie, qui est sa sœur, elle choisit de vivre. Est-ce qu'on peut dire que Ismène est lâche et Antigone courageuse? Je sais pas, ça me paraît un peu, simpliste. C'est un peu Je dis juste qu'il simpliste, y ouais. a un prix à payer, qu'il faut savoir ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on trahit pas. Ça me rappelle ce manager, moi, que j'avais accompagné, il me disait: «Alex, j'ai l'impression que mon truc, c'est du bullshit job, on me demande de serrer les équipes». Enfin, il était manager d'une équipe de 40 dans une entreprise tech dans le domaine de la santé et le boulot avait perdu complètement son sens parce qu'il y a un fonds qui est arrivé, qui avait restructuré et on lui avait demandé de restructurer, en gros et quels que soient les dégâts, qu'il allait avoir sur le plan humain et il m'a dit: «Je veux partir». Je dis: «OK, parfait, tu veux partir». Bon, le problème, c'est que moi, je l'ai accompagné sur une prise de poste. Donc accompagner quelqu'un à partir quand tu es sur un coaching de prise de poste, faut renégocier une tripartite, hein, quand même, parce qu'autrement, ça veut Ouais. dire que tu voles l'entreprise, hein, voilà. Donc je lui dis: «OK, bah, on peut éventuellement négocier ça. Est-ce que tu veux que je t'aide à préparer ça?» Il me dit: «Bah, ouais, j'aimerais bien, mais en réalité, je peux pas». Je dis: «Ah d'accord et pourquoi tu peux pas?» «Bah, parce que j'ai une famille, j'ai un crédit et on vient d'acheter une maison et moi, j'ai besoin de ce boulot».
Et à partir de là, le dilemme était le suivant, c'est OK, est-ce que tu acceptes de trahir un peu toi et les valeurs ou en tout cas le sens que tu donnes à ton boulot au profit de ta famille dans un laps de temps donné? Ou est-ce que tu dis: «Bah non, c'est trop dur» et dans ce cas-là, bah, en quelque sorte, tu trahis ta famille et puis tu dis à ta femme que finalement la maison, vous allez la revendre et puis vous allez choisir un appartement plus petit? Et le dilemme était à cet endroit-là pour lui. Est-ce C'est qu'il y là a un où en choix fait, plus courageux que l'autre? Je sais pas, c'est plus, lui en fonction de ce qu'il est capable de faire. quand tu dis même le courage dépend du contexte, il dépend du contexte de la boîte, de ce que l'organisation permet, mais il dépend aussi de ton contexte, familial, personnel et cetera, quoi. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, quoi. Moi, je pense qu'on est quand même le fruit de notre société et également de notre éducation et qu'il y a un certain nombre de principes ou de lois qu'on a fait siennes ou pas d'ailleurs, plus ou moins conscientes, hein, qui fait qu'on va réussir à se conformer à certaines règles dans la société ou au contraire qu'on va réussir à les transgresser. Après, tu vois, souvent, il y a je disais, il y a le programme officiel et le programme officieux. Donc le programme officiel qui, de manière générale, va se dire, «Soyez courageux, soyez blablabla, soyez assertifs, prenez des initiatives» et cetera. Et le programme officieux où en fait, on se rend compte que, bah, en fait, quand on est courageux, on se fait sanctionner. On peut se faire sanctionner. C'est là où l'exemplarité dont on parlait du top management, pour moi, elle est fondamentale. Mmh. C'est Schweitzer qui était prix Nobel de la paix dans les années 50 qui disait, l'exemplarité n'est pas le meilleur moyen d'influencer les autres, c'est le seul. Et en fait, c'est parce que si tu à partir du moment où tu as cette, dissonance cognitive de: «On me dit de faire ça, mais en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ce qu'il faut faire», ça devient très, très compliqué. C'est un peu comme on disait avec l'expérience de 1000 grammes où en fait, bah, il y a dissonance, boum, bah, j'arrête aussi, tu vois? Donc ouais, peut-être qu'en fait, tu vois, avant de vouloir former, l'ensemble des managers au courage et cetera, peut-être que la première action à faire, c'est, de convaincre le top management de les accompagner eux, en premier lieu, et qu'ils soient lucides sur la situation, de s'assurer de leur lucidité sur la situation avant de pouvoir faire des actions, d'autres actions, quoi. Je partage le fait que dans tout enjeu lié plutôt aux soft skills et à la culture managériale, s'il y a pas le soutien ou au moins une incarnation assez forte du top management, ça va être compliqué. Ça va pas être impossible, mais ça va être quand même, assez compliqué. En tout cas, faut pas qu'il y ait de contradiction entre le comportement de la leadership team et ce qu'on a envie de mettre en place. Autrement, on va plutôt créer des cyniques que des courageux. Pour autant, je pense que si on devait peut-être retenir qu'une seule chose, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là et à travers la recherche que j'ai faite, je suis assez d'accord là-dessus. Le seul truc qui compte, c'est de créer une sécurité psychologique suffisante. Voilà. Ouais. Donc là, on peut parler de l'étude d'Amy Edmondson qui a été faite avec je crois que c'était dans les années 1999, il me semble. C'est l'étude qui a précédé l'étude de Google, Aristotle Project sur, la sécurité psychologique. Et elle a étudié des dizaines d'équipes dans les mondes de mémoire, je crois que c'était dans le secteur hospitalier et dans les entreprises, manufacturières. Et la découverte qu'elle a faite était assez contre-intuitive parce que les équipes les plus performantes étaient pas celles qui faisaient le moins d'erreurs, c'est celles qui en rapportaient le plus. Voilà. Mmh. Et du coup, on pourrait en dire: «Bah, tiens, les équipes les plus performantes sont celles qui font peut-être le plus d'erreurs». Ce serait une lecture Bah, qu'on pourrait faire de cette étude-là et la conclusion qu'on a tirée, Amy est justement le contraire, c'est que, elles évoluent, ces équipes-là, dans un contexte où signaler une erreur n'est pas puni. ouais. Donc forcément, bah, elles en font plus remonter et c'était une des, réponses qu'elle avait trouvées à la performance des équipes. De pouvoir créer des contextes où la sécurité psychologique est suffisamment forte pour qu'on puisse remonter les erreurs, pour qu'on puisse confronter la chaîne hiérarchique, pour qu'on puisse voilà, discuter de ces choses-là, en fait. Ouais. Ah, oui, ça c'est fondamental. De pas avoir peur, en gros, de dire, soit de partager une idée ou de dire de partager une erreur, de partager un apprentissage et cetera. Bah, à partir du moment où tu as la trouille, en gros, pour pour toi de faire ça, tu vas plus le faire et donc, tu vas freiner la progression, de l'équipe et donc la performance de l'équipe, quoi. Oui, moi Et je pense. et aussi du coup, bah, la propension des gens à pouvoir être courageux. Il y a Cyril qui nous dit quelque chose qui est: «Quand chacun cherche d'abord à préserver sa place, la situation se complique. Avec une chaîne hiérarchique de 5 niveaux ou plus, on peut se demander qu'est-ce qui remonte réellement tout en haut de la pyramide?»
C'est une très bonne question, que chacun cherche à préserver sa place. Je présenterais pas ça comme quelque chose de mauvais en soi, c'est-à-dire que c'est plutôt naturel. On est des êtres, sociaux, notre enjeu, personnel est quand même d'atteindre nos objectifs. Bon, tout le monde a des objectifs différents. Je pense pas que ce soit, une mauvaise chose. Par contre, là où je vous rejoins, c'est, je crois que c'est Guillaume, hein, qui a partagé ça, non? Cyril, C'est pardon. Cyril. Je peux raconter une histoire dans un comex que j'ai eu. Donc c'était 4 associés d'une boîte, on va dire que c'est dans le domaine du conseil pour faire vague, business unit dans le domaine, de la santé. Heu, C'était une boîte qui était issue d'une fusion et les 4 associés, donc ils géraient une quarantaine de personnes. Et il y avait quelque chose de très «rigolo» entre guillemets, c'est qu'il y a 2 associés qui étaient issus de la boîte historique finalement et 2 associés issus de la nouvelle boîte qui venait d'être achetée. Première année, ça s'est bien passé, la deuxième année, ça a commencé à se compliquer, le business est tendu, je vous passe les détails. Par contre, quand je suis arrivé et que j'ai fait mon audit, il y a un truc qui était fascinant, c'est que, le patron de la business unit avait, de les 5 dernières années, recruté et formé, une junior qui avait grimpé les échelons jusqu'à devenir, directeur, associé, heu et donc cette personne-là devait tout à ce patron de business unit là et elle lui devait tellement tout que son enjeu à elle, c'était de protéger ce mec-là et comme lui, il avait plein de pression de N+1 et cetera, fallait le protéger et donc elle a décidé de le protéger de quoi? Elle a décidé de le projeter des 2 autres associés qui étaient pas dans une bonne dynamique et qui étaient plutôt en train de râler, en train de dire: «Oui, mais quand on nous a rachetés, on nous a dit qu'on aurait les moyens pour faire des salons et du marketing. Là, vous êtes en train de nous couper les budgets. Puis là, vous êtes en train de couper les budgets aussi de nos équipes» et puis, donc ils étaient plutôt dans une logique de réclamation et on s'apercevait qu'elle faisait filtre de toutes les informations que les 2 associés, donc on n'était même pas sur des niveaux hiérarchiques différents, hein, on était sur le même niveau hiérarchique. Elle filtrait toutes les informations qui passaient, au directeur de la business unit. Au tel point que quand moi j'ai fait mon rapport, le directeur de la business unit a dit: «Attends, il y a des trucs, je suis pas au courant, quoi». J'ai dit: «Bah, ouais, tu es pas au courant, c'est un peu l'enjeu, ouais». Voilà, on va peut-être faire un séminaire pour parler de tout ça. Ouais, j'avoue. Et en même temps, cette nana, moi je la comprends, tu vois? Elle avait vraiment envie, elle lui devait beaucoup, elle avait envie de l'aider, comme elle pouvait et la solution qu'elle avait trouvée pour l'aider, c'était de, heu, voilà, bah, d'atténuer un peu, les plaintes que les 2 autres avaient et du coup, plus, bah, elle atteignait les plaintes, plus les autres se plaignaient, de manière virulente et avec, beaucoup d'explosivité et plus la situation s'envenimait. Mmh. Il y a Essoire qui nous dit qu'elle a travaillé dans un grand groupe pendant 10 ans avant de démissionner, d'entrer dans une plus petite ESN et qu'elle se sent bien plus courageuse maintenant car elle sait qu'on l'écoute. Ouais. Même si ça parfois ça peut se retourner contre elle. Mais ça fait écho un peu aux commentaires de Cyril avant qui dit voilà, quand il y a plus de 5 étages hiérarchiques ou plus, je me dis à quel point est-ce que même c'est utile que je fasse mon truc au-delà du prix à payer? Mmh. Est-ce que ça va être utile? Donc c'est marrant, il y a à la fois, j'ai l'impression, le coût du courage, le prix du courage et en même temps le prix au regard de l'impact. Les deux leviers peuvent, si tu as un gros impact, tu peux peut-être être plus capable d'accepter le prix. Alors que si tu dis de toute façon l'impact en plus sera qu'est-ce que ça va être quoi comme impact s'il est nul Ah, mon impact? Je vais pas payer un prix pour un impact nul, quoi. on va rentrer dans une logique d'influence là, c'est plus vous avez une influence forte et des ressources qui fait que, bah, la boîte a besoin de vous, que vous êtes le seul à posséder certaines informations, que vous êtes le seul à avoir une certaine qualité de relation avec certaines personnes, hein, donc là, on est dans le domaine de la socio des orgas, hein, c'est les ressources par typologie de personnes. Plus vous allez pouvoir, prendre de risques, Ouais, et donc c'est ça qui fait que parfois il y a certaines personnes qui vont vraiment mouiller la chemise parce qu'en fait, potentiellement, ils ont les moyens de la mouiller. On sort souvent comme figure, tu vois, si on réfléchit à la mythologie grecque, la figure qu'on va sortir comme, héroïque et courageuse, ça va être Achille. Alors ouais, qui est en première ligne et cetera. Enfin, Achille, faut pas oublier quand même qu'il est invincible, hein. Le prix à payer, il est alors OK, il y a le tendon et quelqu'un va trouver le point faible plus tard, mais de base, il a quand même été baigné et il est invincible. Donc le prix à payer pour lui, il est quand même il a les ressources pour payer ce prix-là. mmh, Mais là où je te rejoins les soirées, c'est que, j'avais échangé avec une DRH qui était dans un grand groupe industriel et qui me disait: «Bah, en fait, bah, pendant 5 ans, j'ai juste fermé ma gueule parce que fallait» et elle est passée dans une grosse, grosse PME et elle me disait: «Mais c'est dingue parce que ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé, c'est le patron qui disait: "Tous les comex débutent par qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? De quoi vous avez envie de parler que vous n'avez pas encore parlé aujourd'hui?" Et du coup, tous les sujets, dont personne n'avait envie de parler étaient la première chose dont on parlait en comex et le rituel qu'il avait créé faisait qu'il a réussi à instaurer une sécurité psychologique suffisante pour que l'intégralité de sa chaîne de direction ose aborder les sujets qui, a priori, fâchent. trop stylé.
Il y a une petite question de Guillaume et Soirée qui rebondit dessus. Il dit, est-ce que c'est générationnel le courage? Bah, selon la thèse que je défends, non, parce qu'à partir du moment où on dit que c'est générationnel, on va dire que c'est lié à un trait de caractère, on va dire que c'est lié à l'individu, ou en tout cas à la génération. Moi, mon constat, c'est que, bah, le courage dépend du contexte et qu'il émerge selon les contextes qu'on lui offre ou qu'on lui offre pas. Contexte professionnel, hein, on n'est pas obligé qu'on est dans le monde de l'entreprise quand même, mais aussi contexte, éducationnel, c'est-à-dire qu'on vient en entreprise avec son histoire et donc à partir de là, est-ce qu'on est prêt ou pas? Je Ouais. pense par contre qu'en fonction des générations, il va s'incarner différemment. Ça par contre, c'est vrai. OK. Et d'ailleurs, donc là, tu parlais de contexte. On a compris donc le courage, ça avait un prix et il fallait idéalement faire en sorte que le prix du courage soit plus faible que le prix du silence. Hem, Maintenant donc comment tu fais pour, tes RH, DRH, comment tu fais pour devenir un designer de contexte? C'est quoi ta méthode? Comment tu t'y prends? Ah bah, c'est une très bonne question ça. Je pense que déjà si on arrive à décaler le sujet de, non pas former des gens à devenir courageux, mais, s'interroger sur OK, quels sont les contextes qui permettent le courage chez nous ou qui le freinent ou qui au contraire l'encouragent. Déjà on a peut-être une bonne piste de réponse. Ouais, C'est-à-dire en gros, il faut passer de «je développe une compétence qui est celle du courage» à «j'agis sur un contexte qui le rend possible». C'est pas du tout la même zone d'intervention et donc on va pas prendre le la même piste de lecture. Je pense OK. déjà que quand on les RH avec qui j'ai échangé moi, récemment, qui avaient des programmes sur le courage, déjà c'est rigolo parce que la dernière que j'ai croisée, elle me dit: «Bon Alex, on va bosser sur le courage, mais il faut pas qu'on appelle ça courage parce qu'à partir du moment où on dit qu'on bosse sur le courage, ça marche pas. Donc on va appeler ça, développement du management ou du leadership. Voilà. Mais surtout, il faut pas employer le terme de courage». Donc déjà, c'était intéressant de voir que des gens qui travaillent dessus, heu, n'ont pas ont un peu interdiction de le nommer. Parce qu'effectivement, Ah, si c'est tu ouf. mets une formation sur le courage, ça présuppose que les gens ne le sont pas. Donc Ouais, forcément, ça il y a peu de volontaires, quoi. ouais, c'est clair. Et quand on vous dit, bah, voilà, votre mission, c'est de développer le courage managérial, moi, je pense que souvent la commande, elle est pas claire et je pense qu'elle est un peu mal, qu'elle est mal posée, quoi. C'est-à-dire que souvent, on va situer ça sur les individus, alors qu'il faudrait plutôt situer ça dans les règles de jeu implicites et dans la diminution entre le programme officiel et le programme non officiel. Moins il Ouais, va y avoir de friction, réaligner les 2 quoi. de tension entre une valeur vécue et une valeur perçue, plus, il y a, des gens qui vont oser s'opposer, qui vont oser, prendre la parole, même s'il y a des risques. Il va falloir s'intéresser plus aux conséquences que les actes ont, qu'aux actes eux-mêmes. Il y a une autre chose aussi auquel on peut faire attention, c'est les Prométhées. Il y a plein de Prométhées dans les boîtes. Donc Prométhée, vous savez, c'est celui qui a amené, le feu, aux hommes, bah, Zeus était pas content, donc le supplice de Prométhée, c'est de se faire manger le foie, tous les jours, un supplice assez horrible, hein, quand même, Ouais. Moi, je pense que si le supplice est aussi horrible que ça, c'est pour en faire un exemple, pour pas que les gens recommencent. Et quand je dis qu'il y a plein de Prométhées, c'est qu'il faut faire attention aux histoires qui se racontent chez vous. J'intervenais, dans un comex, alors désolé parce que j'interviens beaucoup en comex, mais et on parlait un peu de situations qui nécessitaient de confronter, le dirigeant ou pas. Et il y a un collaborateur qui me disait: «Mais Alex, j'ai pas envie de finir comme Marc». Je dis: «Ah, c'est qui Marc?» Parce qu'il était pas là. Bah, Marc, c'est un mec qui était là il y a 3 ans et voilà ce qui lui est arrivé et voilà. Et je lui dis: «Mais excuse-moi, tu l'as connu Marc?» Il me dit: «Ah non, non, moi je suis là que depuis 1 an». OK. Et j'ai trouvé fascinant qu'en fait, le récit de ce Marc, que moi je ne connais pas, et bah, son histoire est devenue un mythe qui est transmis, y compris aux nouvelles recrues, pour transmettre en réalité le programme non officiel. Attention, si tu fais ça, tu vas finir comme Marc. Punaise, c'est ouf. Ça peut être intéressant de s'interroger sur, quels sont les Prométhées dans votre organisation et qu'est-ce qu'ils disent de votre programme non officiel? Ouais, c'est clair, ouais. Putain, qu'un truc qui soit passé il y a 3 ans soit transmis à quelqu'un qui est arrivé 2 ans plus tard pour en gros, qui le calme, de tout acte, de courage potentiel, c'est assez fou, quoi. Ouais. Nous on a fait un truc, alors on l'avait pas pensé comme ça en termes de, favoriser le courage, et cetera en interne dans la boîte et tout, mais on a fait un truc qui aide pas mal. On a je trouve un quand je après moi peut-être que je suis tu vas me dire je suis complètement aveugle, je suis le CEO de Fasterclass donc je peux être complètement biaisé dans mon approche, on peut peut-être me cacher les trucs, mais j'y crois pas trop. Hem, on a
on a rédigé un code de culture interne, et qu'on a voulu le plus proche de à la fois de ce qu'était la culture au sein de Fasterclass, ce qu'elle est, et en même temps de ce qu'elle est et la meilleure version possible de ce qu'on aimerait être. Parce que si une fois de temps en temps on en dévie, on peut se dire: «Hop, hop, hop, c'est pas ça qu'on s'est engagé à suivre. Nous, ce qu'on veut, c'est être comme ça», tu vois? Et donc pour y arriver, ce que j'ai fait, c'est que j'avais réuni l'équipe. Je leur ai dit: «Bah, dites-moi pour vous, qu'est-ce que c'est que la culture?» Je prends des notes et je vais rédiger, un truc qui me semble cohérent avec ce que vous m'avez dit. Je leur avais renvoyé la V1 du code de culture. Ils l'ont relu, on a refait un point dessus en disant: «Ah bah non, ça c'était pas tout à fait ce que j'avais voulu dire, il me manque ça, ça je suis pas d'accord, pap». Tac, j'ai refait une deuxième mouture et derrière, il en était sorti, quelque chose, mais en fait qui je pense que notre capacité à nous dire les choses en interne chez Fasterclass et d'avoir des vrais discours de vérité chez nous, tient beaucoup de ce code-là, auquel on fait, très régulièrement référence, quoi. Je pense que toutes les semaines, on a au moins une référence au code de culture chez nous, quoi. Et il est dans les contrats de travail, c'est le truc le plus important du contrat de travail, il y a le lien vers le code de culture et tout ça, quoi. Et en fait, ce que dit ce code, en fait, ça a été fait de manière complètement inconsciente, mais c'est à la fois, on veut réduire le prix du courage, mais on veut aussi augmenter le coût du silence Mmh. et que de rien dire, ça te coûte cher, en fait. Et donc typiquement, en intro, je pourrais vous envoyer le code de culture si vous voulez, mais en intro, on a quelque chose qui dit, on est une organisation 100 co-responsable. Donc déjà, c'est de dire, bah, tu peux pas dire en fait, bah non, je l'avais dit, j'étais pas d'accord, blablabla, blablabla. En fait, si le truc s'est passé, tu es co-responsable, tu es dans l'équipe et si tu étais pas d'accord, bah, peut-être que tu l'as pas dit justement ou tu l'as peut-être pas dit assez fort. Donc tu es responsable de ça. Donc en fait, on veut vraiment rehausser le niveau de on se dit les choses et on se parle et si on croit vraiment en quelque chose, il faut être en mesure de le dire et de défendre ses idées. Et après pour, augmenter le coût du silence, donc on a l'histoire de la co-responsabilité et le fait de diminuer le prix de parler et après on a 4 valeurs qui sont: un, je me sens utile et on dit expressément si à un moment tu te sens pas utile, faut le dire tout de suite et il faut en parler parce que c'est pas tenable, c'est pas quelque chose de durable. Deuxièmement, il y a, j'agis comme un entrepreneur. Et donc dedans, OK, il y a des prises d'initiative et cetera, mais on explicite très clairement le test and learn et que dans le learn, en fait, faut partager tes apprentissages. Parce que de faire plein de tests et tout, mais si on n'apprend rien, ça sert à rien. On a je cultive l'amour du client et de l'utilisateur, où là, pareil, de pas faire juste qu'on satisfait le client, mais si on comprend qu'est-ce qui fait que, waouh, il y a un effet waouh, on nous aime et tout et de partager ça derrière, ce qui a été fait, en interne pour pouvoir qu'on puisse reproduire les bonnes pratiques. Et les dernières valeurs, c'est nous prenons plaisir à travailler ensemble. Et là, pareil, si en fait, je fais quelque chose, mais qui casse le plaisir de quelqu'un d'autre à bosser dans l'équipe, bah, l'autre aussi, on doit tous se le dire pour garder le niveau de plaisir, intact et élevé. Et en fait, toutes ces valeurs et donc à chaque fois, on les définit et après on met des exemples de bons et de mauvais comportements associés à chacune de ces valeurs pour vraiment dire, voilà, il y a pas de mauvaise interprétation possible, il y a la définition, il y a les bons comportements, il y a les mauvais comportements. Et en fait, ça nous permet, nous, très facilement, moi, mais tous ceux qui bossent avec nous, on les partage aussi avec nos formateurs, nos experts et tout, de dire: «Hop, hop, hop, là, moi, il y a un truc qui me titille, c'est pas ce sur quoi on s'est mis d'accord dans le code de culture», tu vois? Et ça permet aussi d'y faire référence et de libérer de réduire le coût du courage et d'augmenter le coût du silence, en fait, quand dans ton approche à toi. Bah, je pense que c'est un très bon moyen pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le fait d'en parler, de le poser noir sur blanc, ça diminue la tension entre le programme officiel et non officiel. Deuxièmement, parce que vous créez des espaces où on peut en discuter, donc on peut le négocier. Je suppose que votre boucle de culture, il a évolué depuis que vous existez. Ouais, Sinon, c'est plus un code de culture, c'est l'étape de la loi et dans ce cas-là, c'est plus le même registre, c'est plus des valeurs. ouais, Quand ouais, ça devient des lois, c'est que c'est plus des valeurs et donc le fait de pouvoir savoir qu'on va pouvoir en parler régulièrement et qu'il y a un espace à la discussion là-dessus, à la négociation est important et troisièmement, le fait qu'une fois que la négociation est terminée, on le fiche pour un certain temps parce qu'on va pas non plus revoir les valeurs tous les 4 matins. Ça offre ce que dans mon jargon, on va appeler un objet de triangulation. C'est-à-dire que tu peux confronter quelqu'un non pas frontalement, quitte à ce qu'il le prenne personnellement, comme c'est le cas avec ton manager, mais tu peux dire: «Il me semble que par rapport à ce qui a été défini ensemble et auquel tout le monde est censé obéir, en tout cas tout le monde est censé être conforme plutôt, c'est par accord avec ça». Et donc ça permet de trianguler et d'éviter la confrontation un peu brutale peut-être. ouais, exactement. Enfin, ça, c'est un truc, souvent, on se rend compte, en fait, quand il y a quelque chose qui nous titille en interne,
Très souvent, on peut dire: «Ah, en fait, c'est parce que c'est pas aligné avec notre code de culture», tu vois? Et donc on peut avoir un truc très précis, après on dit: «Voilà, là, voilà ce qui s'est passé», et on dit pas: «C'est toujours comme ça» ou «Tu fais jamais ça» et cetera. Enfin, dès qu'on généralise, en fait, ça décentralise, ça décentre la discussion et donc faut surtout pas d'exagération et cetera. Vraiment juste de dire: «Voilà, là, ce truc-là qui s'est passé précis, bah, ça me va pas. On s'est mis d'accord, là-dessus, sur le code de culture, voilà, enfin, pour la prochaine fois, faisons différemment ou comment est-ce qu'on fait pour que ça se reproduise pas et cetera. Et ouais, comme tu le dis, notre code de culture, au une fois par an, en gros, on a un gros séminaire où on se dit: «Bon, est-ce qu'on est toujours aligné avec ce code-là ou est-ce qu'on change pour l'année à venir? Est-ce qu'il y a des choses à changer, des choses au moins à discuter?» Mais ouais, c'est très important. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, c'est figé, pour au moins pendant l'année, quoi. OK, je vois qu'il est déjà 12h28. En fait, le temps a filé. Est-ce que tu as Si vous avez une ultime question dans le chat, Avec surtout plaisir. n'hésitez pas. Sinon, si vous voulez nous dire aussi ce avec quoi vous repartez, bah, n'hésitez pas, mettez dans le chat une idée que vous retenez, comme ça on se les partage, je peux les faire défiler à l'écran. Soyez pas Sinon j'ai timide. un Voilà, ne soyez pas timide et aussi si vous voulez, discuter avec nous, Faster Class avec Alexandre et cetera, vous pouvez prendre rendez-vous. Là, je vous ai mis, là, je crois que c'est là, le bouton pour prendre rendez-vous et discuter avec nous, creuser le sujet du courage managérial. On peut en discuter avec plaisir, voilà, il y a pas d'engagement, c'est complètement gratuit, c'est du temps qu'on peut vous accorder, donc on serait ravis de le faire, si on peut vous aider, sur ce sujet-là. Et alors je regarde ce qui arrive dans le chat. Bon, ouais, merci beaucoup Nawel qui nous dit, «Super webinaire, merci à tous les 2 et soirée super intéressant, merci». Hem Merci Karen. et Keren, voilà, qui repart avec des clés de lecture sur ce que recouvre le courage. Il y avait Eswari d'ailleurs qui nous disait: «Est-ce qu'on peut résumer, heu, courage égale compétence plus confiance en soi?» C'est une bonne question. Ça occulte un peu la partie contexte quand même, qui est Oui. quand même fondamentale. Oui, même si une compétence dépend aussi du contexte, puisque une compétence, c'est le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir. Et si on a les 3, dans ce cas-là, on a une sorte de contexte quand même. Après, je pense qu'on peut dire effectivement que quelqu'un qui a une profonde confiance en soi ou même estime de soi peut être plus enclin à prendre un risque. Bah, même paradoxalement, en ce moment, je lis un livre de Fanny Nussbaum sur les logicaux, sur bref, les philo-cognitifs, et la distinction qu'elle fait entre l'estime et la confiance et je crois que par rapport à la distinction qu'elle fait, on peut dire que finalement, quelqu'un avec une faible estime de lui-même, mais avec une forte confiance en lui, sera plus à même de prendre des risques, qu'un autre. Et donc, la confiance en soi joue un rôle là-dedans. Je pense effectivement que c'est plutôt pertinent de le dire. Ouais, Et donc du coup, comment on peut nourrir, la confiance? trop bien. On a Karen qui nous dit aussi: «Merci pour le webinaire». Cyril qui nous dit: «Bravo ce mode échange et partage d'expérience, pas de slide PPT». Ah ça c'est cool. Un plaisir. Ah c'est vraiment quelque chose qu'on s'attache à garder, ouais. Nawel qui nous dit qu'elle garde quels sont les contextes qui encouragent le courage et au contraire qui le freinent? Voilà, donc ça c'est vraiment, ouais, comment est-ce que dans le contexte on peut, favoriser et réduire le coût du courage? Moi, c'est vraiment le truc que j'ai retenu aussi de ce que tu nous as partagé. Peut-être en Sandrine, complément, je vas-y, excuse-moi. pardon, qui nous dit: «Merci à tous les 2, contenu riche avec plein d'exemples. J'aime bien aussi l'idée d'analyser le prix du silence». Ouais, Mmh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En conclusion, j'aimerais vous laisser, moi, sur une figure qui, pour moi, incarne bien le courage, qui est Ulysse. On a parlé d'Achille tout à l'heure, moi, j'ai envie de vous parler d'Ulysse. Et Ulysse, c'est pas forcément celui à qui on pense, parce qu'il y a pas le courage forcément frontal, justement. Ulysse, c'est plutôt le stratège. Par exemple, face aux sirènes, alors c'était pas par acte de courage, c'était plus par curiosité, mais on va détourner un peu l'histoire, sinon ça va pas coller. Face aux sirènes, il décide pas de résister par sa simple force de caractère, hein. C'est pas comme Lancelot qui dit, «Donnez-moi le Graal, je résisterai, je résisterai». Non, non, il se fait attacher. Et donc en fait, il crée un contexte pour que le courage devienne possible, sans qu'il ait besoin d'être surhumain. Quand il est chez le Cyclope, il se fait appeler personne, il n'y a pas d'ego ou de bravoure mal placé. C'est pas de la lâcheté, c'est plutôt du pragmatiste. Et donc en fait, Ulysse, c'est intéressant parce que dans tout son parcours, il dit pas: «Je serai plus fort que la tentation» ou «Je serai le plus fort». Il dit: «Je vais modifier les conditions pour ne pas avoir besoin de l'être». Et je ouais, pense que c'est ça à retenir, c'est quelles sont les conditions que vous pouvez modifier dans votre environnement, et cetera, pour que le jour où il y ait besoin d'être courageux, vous n'ayez finalement plus besoin de l'être, ça émergera tout seul. ouais.
Waouh, très belle conclusion. Trop bien, je vois qu'il est 12h32. On va tous vous laisser, partir déjeuner et merci beaucoup Alexandre. C'était un vrai plaisir de t'avoir à notre micro et Un plaisir d'avenir et un plaisir de parler de cette thématique. ouais, à bientôt. Merci Bye Raphaël, bye. merci à tous. À bientôt. Bye bye.